Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, j'espère surtout que vous avez toute votre tête, que vous avez toute votre attention ce matin et que vous allez passer cette bonne heure avec nous. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée entièrement à la nouvelle trouvaille de l'ingéniosité haïtienne en matière de justice réactive et de justice préventive. Eh bien, cette nouvelle trouvaille revêt désormais le nom symbolique de Bois-Calais. Si vous ne comprenez pas le créole, ne paniquez pas, puisque toute l'émission va être consacrée à décortiquer ce mot, à en faire l'historique, à comprendre pourquoi les Haïtiens en sont venus là aujourd'hui, à se faire justice grâce à ce nouveau concept de Bois-Calais. Mais vous verrez que ce concept, au fait, c'est l'illustration de la maturité du peuple haïtien. Vous verrez au fait que ce concept, c'est l'illustration du fait que le peuple haïtien, comme tous les autres peuples d'ailleurs, est habité par ce qu'on appelle les principes de justice naturelle. En sorte que quand ces principes-là sont bafoués, quand ces principes-là sont désavoués, quand ces principes-là sont mis de côté par l'État haïtien, le peuple, après avoir attendu longtemps pour laisser toute la chance aux coureurs, prend la résolution de se faire justice, prend la résolution de se défendre. Cela s'appelle la légitime défense. Mais avant qu'on aille plus loin, je voudrais y aller d'une déclaration de principe. Je suis pour l'état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit? L'état de droit, c'est un état dans lequel il y a des lois.
des lois qui sont les mêmes pour tous, des lois qui sont les mêmes pour toutes. L'état de droit, c'est un état dans lequel des institutions se consacrent à faire respecter les lois. Pas des institutions qui se consacrent à faire respecter les lois par une partie de la population, c'est-à-dire les plus faibles, tandis qu'une autre partie de la population pourrait faire ce qu'elle veut, au vu et au su de ces institutions. Non. L'état de droit, c'est un état dans lequel des institutions font respecter la loi sans tenir compte de votre statut social, sans tenir compte de l'épaisseur de votre portefeuille, sans tenir compte de la couleur de votre peau, sans tenir compte, si vous voulez, du quartier où vous habitez. Je suis pour l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel il y a clairement une séparation entre les trois pouvoirs. Pouvoir exécutif qui doit gouverner, qui doit administrer l'État, mais qui est quand même soumis à l'emprise du droit. Pouvoir législatif qui est là pour faire des lois justes, des lois équitables, et enfin le pouvoir judiciaire qui ne subit pas l'influence du pouvoir exécutif, qui est là pour faire exécuter la loi. Au fait, je suis pour l'état de droit parce que l'état de droit, c'est précisément l'antidote à un état arbitraire. Pour nous, les Haïtiens, nous avons l'impression que nous avons passé la grande partie de notre histoire, la majorité de notre temps de peuple dans des régimes arbitraires. Et ces régimes-là ne nous ont rien donné. Voilà pourquoi je plaide pour un état de droit. Voilà pourquoi je prends position pour l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel l'État sanctionne ceux qui violent les lois. L'État ne sanctionne pas seulement ceux qui volent un œuf et les envoie en prison pour les oublier là parce qu'ils ont volé un œuf. L'état de droit, c'est un état dans lequel l'État sanctionne tous ceux qui violent la loi, qu'ils soient riches, qu'ils soient puissants, qu'ils fassent partie de l'oligarchie. L'État doit les sanctionner quand ils violent la loi. Voilà pourquoi, je le répète, je suis pour un état de droit. Mon plus grand rêve, comme haïtien, c'est qu'un jour, Haïti parvienne à cet idéal-là, l'état de droit, dans lequel non seulement la loi est la même pour tous et pour toutes, mais un état dans lequel tous et toutes ont un libre accès, ont un égal accès à la justice. Ce n'est pas ce que nous voyons en Haïti. Ce n'est pas ce que nous avons vu au gré de nos 200 ans d'histoire. Ce que nous avons vu et ce que nous continuons de voir, c'est la majorité des Haïtiens qui est privée de justice. C'est un petit groupe qui se permet de tout faire, qui non seulement pille et vole les ressources qui appartiennent à tout le monde, mais depuis un certain temps, ce petit groupe arme de jeunes garçons, ce petit groupe arme de jeunes femmes et envoie ces jeunes-là terroriser une population qui n'en peut plus de souffrir. Envoie ces jeunes-là terroriser des gens qui ont déjà faim, des gens qui ne vont déjà pas à l'école, des gens qui n'ont déjà pas accès à l'eau potable. Ce petit groupe de gens d'affaires, ce petit groupe de politiciens lâche ces jeunes-là après les avoir armés et leur passe des instructions pour rançonner, pour kidnapper et pour terroriser la population. Pendant ce temps, nous avons un gouvernement.
Nous avons un Premier ministre qui porte en même temps le chapeau de président. Et à ce titre-là, il devrait être le garant de la bonne marche des institutions. À ce titre-là, il devrait être le garant de la sécurité de la population. Il détourne les regards des injustices que subit son propre peuple. Il ferme les yeux, il bouche ses oreilles, il devient insensible. En Haïti, on l'appelle le médecin cynique, qui n'est pas du tout touché par la souffrance des autres. Entre-temps, nous avons une ministre de la Justice qui n'ose même pas émettre un mandat d'arrêt contre ceux qui pourtant sont connus pour leurs méfaits, contre ceux qui pourtant sont connus pour leurs crimes. Tout ce qu'elle dit à la population, défendez-vous. Parce que moi-même, comme ministre de la Justice, je n'oserais même pas mettre le pied dans ces quartiers de non-droit. Ce disant, elle a tout simplement légitimé. Ce disant, elle a tout simplement avalisé le fait que dans son État à elle, l'État à la tête duquel elle est ministre de la Justice, l'État pour lequel elle devrait se battre pour l'implantation de la justice, elle est tout simplement en train de reconnaître qu'il y a deux États dans cet État. Et pourtant, elle continue d'être payée comme ministre de la Justice. Ce que je dis là du Premier ministre, qui porte en même temps le chapeau de président, ce que je dis là pour la ministre de la Justice, je suis en mesure de le dire pour le chef de la police qui ne fout rien. Je suis en mesure de le dire pour le ministre de la Sécurité publique qui ne fout rien. Je suis en mesure de le dire pour le ministre des collectivités territoriales, bref, pour toute la machine étatique qui ferme les yeux devant la souffrance du peuple, qui se bouche les oreilles devant les cris du peuple et qui se serre le cœur pour ne pas se laisser toucher par le désarroi du peuple haïtien. L'état de droit dit aussi ceci. Lorsqu'il n'est pas raisonnable de respecter la loi, lorsque dans les circonstances exceptionnelles, il n'est pas possible de respecter la loi, il vous est possible de plaider ce qu'on appelle la nécessité. De plaider devant un juge le fait que dans cette situation-là, monsieur le juge, il ne serait pas raisonnable pour moi de respecter la loi pour avoir la vie sauve. Il était plus raisonnable de violer la loi. L'état de droit reconnaît ceci. Ça s'appelle, n'est-ce pas, la nécessité, la défense de la nécessité. Mais mieux encore, il y a un concept que vous connaissez tous et toutes. Il y a un concept que tous les humains connaissent instinctivement. Cela s'appelle la légitime défense. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Lorsque vous êtes attaqué dans ce que vous avez de plus cher, la vie, lorsque justement ce que vous avez de plus cher est en danger, tous les États de droit vous reconnaissent le droit de vous défendre. Cela s'appelle la légitime défense. Puisque les États-Unis sont nos voisins, je vais regarder, si vous voulez, l'arsenal judiciaire des États-Unis. Quand je regarde les lois américaines, il y a une loi en particulier
que je vais vous citer aujourd'hui, eh bien, cette loi s'appelle la Stand Your Ground Law. Défends ton territoire. La loi américaine prévoit que si quelqu'un te menace tandis que tu es chez toi, si quelqu'un te menace tandis que tu es sur ton territoire, si quelqu'un met ta vie en danger, tu n'as même pas besoin de te poser d'autres questions. Shoot first. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'on appelle cette loi-là, la Stand Your Ground Law, de temps en temps aussi la Shoot First Law. Si vous êtes en danger, tandis que vous êtes sur votre territoire, si vous êtes en danger tandis que vous êtes dans votre quartier, si vous êtes en danger tandis que vous êtes chez vous, tirez d'abord et réfléchissez ensuite. Tous les régimes du monde, tous les États de droit reconnaissent à tout être humain le droit de se défendre, le droit de la légitime défense. Alors, remettons cela dans le contexte haïtien. Depuis plus de 3 ans maintenant, des jeunes sont armés par des membres du secteur privé. Pourquoi ils le font, ces gens d'affaires-là? Mais pour protéger leur monopole. Pourquoi ils le font, ces gens-là? Pour intimider leurs adversaires. Pourquoi ils le font, ces gens-là? Justement pour s'assurer que leurs marchandises puissent traverser la frontière sans avoir à payer des taxes et des impôts. Ils vont négocier l'achat d'armes aux États-Unis, ils font entrer ces armes-là soit dans leur port privé, soit par la frontière américaine, et ils déposent, ils remettent ces armes-là à des jeunes désœuvrés. Et ils leur disent, vous allez défendre ma marchandise, vous allez intimider, n'est-ce pas, nos concurrents, et au passage, vous savez quoi faire avec vos armes pour pouvoir manger. Non seulement des gens du secteur privé font cela, les gens de l'oligarchie, mais les gens aussi de la classe politique le font. Parce qu'ils savent qu'en Haïti, il n'y a pas de véritable démocratie et que l'une des façons de parvenir au pouvoir, c'est par la magouille, c'est par la corruption, c'est par l'intimidation. La classe politique appelle cela justement un traitement de choc, pour reprendre la formule de Naomi Klein. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ces gens de la classe politique? Ils négocient l'achat d'armes aux États-Unis, ils font entrer ces armes-là par la République dominicaine et ils remettent ces armes-là à des jeunes désœuvrés à qui ils demandent, moyennant rémunération, d'aller intimider leurs adversaires politiques. Avec le temps, ces jeunes-là ont fini par prendre goût à l'utilisation des armes pour se nourrir, à l'utilisation des armes pour se faire de l'argent, à l'utilisation des armes pour se faire un nom, et on se retrouve avec ce bordel, on se retrouve, n'est-ce pas, avec ce gâchis en Haïti. D'abord, des gens d'affaires qui arment des jeunes pour protéger leur monopole, pour protéger leur commerce et pour intimider leurs adversaires en affaires. Ensuite, des gens politiques, des gens de la classe politique qui font entrer des armes pour faire campagne, pour protéger, n'est-ce pas, leurs véhicules remplis de drogue, mais aussi pour empêcher que d'autres ne leur volent leur poste politique. En temps normal, quand il y a un tel gâchis, la population n'a qu'un seul recours, l'État. On s'attend à ce que l'État déploie toute sa force. On s'attend à ce que l'État déploie toute sa violence puisque, selon la formule consacrée, l'État devrait avoir le monopole de la violence. Vous savez quoi? Dans une telle situation, l'État d'Ariel Henry, l'État de Michel Martelly, pour ne citer que ces exemples-là, a décidé de fermer les yeux. L'État ne voit pas. Ou il feint de ne pas voir. Pour quelle raison? Parce qu'il est de mèche avec cette classe des affaires qui arme nos jeunes, il est de mèche avec les gens, n'est-ce pas, du secteur politique qui arment les jeunes pour intimider leurs adversaires, alors l'État décide de ne rien faire. Non seulement l'État décide de ne rien faire, mais l'État, ce faisant, livre la population à l'abattoir. Des gens de la classe moyenne quittent leurs résidences, des résidences qu'ils ont construites sur des dizaines d'années, bloc par bloc.
Imaginez un bandit qui frappe à sa porte, à ce monsieur ou à cette madame de la classe moyenne, qui lui dit « Tu as 48 heures pour laisser ta résidence que tu as construite en 20 ans. Pour quelle raison? Parce que désormais, c'est moi qui vais y vivre. » En temps normal, ce monsieur-là ou cette madame-là devrait pouvoir s'adresser aux policiers. Mais là, ce n'est pas possible non plus, puisque jusqu'à 80% de la police haïtienne est gangrénée par cette corruption, puisque jusqu'à 80% de la police haïtienne, selon les chiffres des Nations Unies, est elle aussi de mèche avec les bandits. L'État ferme les yeux et pire, l'État passe instruction à la police de ne pas intervenir. Pour quelle raison? L'État dit « Nous réclamons l'invasion du territoire haïtien par l'armée canadienne, nous réclamons l'invasion du territoire haïtien par l'armée américaine. » Pourquoi l'État haïtien, pourquoi le gouvernement d'Ariel Henry réclame-t-il l'invasion du Canada ou des États-Unis? Comprenez bien, si l'armée canadienne, si l'armée américaine débarque en Haïti, l'une des premières décisions qu'elle va prendre, ce sera de protéger le gouvernement d'Ariel Henry. Après tout, c'est le Canada. Après tout, ce sont les États-Unis. Après tout, justement, ce sont les diplomates accrédités à Port-au-Prince, mesdames, messieurs, qui ont placé à la tête du pays Ariel par le truchement d'un tweet. Donc, vous comprenez dans quelle souricière la population haïtienne est prise. Vous comprenez dans quel guet-apens la population haïtienne a été piégée. L'oligarchie, des gens très riches en Haïti, qui ne payent pas des impôts, qui ne payent pas des taxes, qui ne créent pas la richesse, qui créent de la misère, décident qu'Haïti serait un no man's land. Alors, ils arment des jeunes désœuvrés pour protéger leurs biens. Les gens de la classe politique font la même chose. Ils arment des jeunes pour protéger leur pouvoir. Entre-temps, l'État leur demande une seule garantie. Pourvu que je ne sois pas renversé, faites tout ce que vous voulez. Alors, mettez-vous dans la peau de la population haïtienne. Depuis les 3 dernières années, des quartiers sont littéralement pris d'assaut par ces jeunes-là qui sont armés soit par des oligarques, soit par des gens de la classe politique. L'État ne fait rien. Depuis environ 3 ans déjà, la classe moyenne se fait littéralement déplumer, la classe moyenne se fait littéralement décapitaliser par des kidnappings, par des rançons. L'État haïtien ne fait rien. Pire, je l'ai déjà dit, le gouvernement d'Ariel Henry passe des instructions à sa police pour qu'elle n'intervienne pas. Si vous étiez à la place de tout Haïtien saint d'esprit, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez plaidé? Vous l'avez dit, vous auriez plaidé la légitime défense. Et c'est précisément ce que le peuple haïtien appelle bois calé. Le peuple haïtien qui a instinctivement la connaissance de la légitime défense réactive, tu m'attaques, je réagis en me défendant. Le peuple haïtien qui a instinctivement la connaissance de la défense préventive, je te vois arriver avec ton arme et avant que tu me tues, je riposte pour te mettre KO. Le peuple haïtien a inventé le concept de bois calé. Après avoir pris la fuite devant les bandits, après avoir été livré en pâture par le gouvernement Ariel au cours de ces derniers mois, le peuple haïtien décide qu'il ne fuirait plus. Le peuple haïtien décide qu'il n'aurait plus peur. Alors, il décide de punir les utilisateurs d'armes. Si vous êtes américain, vous allez appeler ça « stand your ground ». Si vous êtes américain, vous allez appeler ça « shoot first », tirer avant lui. Pourquoi dans le cas d'Haïtiens, dans le cas des Haïtiens, je vois déjà des journaux canadiens parler de barbarie? Mais ça, c'est du racisme. Pourquoi dans le cas des Haïtiens qui se défendent en légitime défense,
Je vois des journaux français parler, n'est-ce pas, des actes barbares et sauvages en Haïti. Ah bon? Des Français qui se soulèvent, qui foutent le feu partout pour protester contre la loi d'Emmanuel Macron de repousser l'âge de la retraite à 62 ou à 63 ans, quand ils mettent le feu pour riposter, pour se défendre contre une telle loi, ce n'est pas de la sauvagerie. Mais quand des Haïtiens qui se font kidnapper, qui se font rançonner, qui sont livrés en pâture par l'oligarchie, par le secteur politique, par le gouvernement et en passant par les nations malveillantes appelées la communauté internationale, quand ces gens-là se mettent debout pour se défendre et appellent ça bois calé, tandis que les Américains, eux, appellent ça stand your ground, j'entends des vendeurs de moralité à 4 sous parler de sauvagerie. Alors vous savez quoi? Je suis sauvage. Alors vous savez quoi? Je suis barbare, car comme tout être humain, les Haïtiens ont droit à la légitime défense. Comme tout être humain, les Haïtiens ont le droit de plaider la nécessité. Comme tout être humain, les Haïtiens ont le droit de se faire justice lorsqu'ils sont soumis à la tyrannie. Bois calé. Longue aujourd'hui mon introduction. J'ai tenu à faire cette introduction pour que vous compreniez de quoi il s'agit quand l'Haïtien dit bois calé. Quand l'Haïtien dit bois calé, il réfère à l'instinct de justice que tous les êtres humains portent. Quand les Haïtiens disent bois calé, ils réfèrent à la légitime défense que tous les êtres humains ont en eux. Quand l'Haïtien dit bois calé, il réfère à la justice réactive, il réagit à une violence trop longtemps subie. Quand l'Haïtien dit bois calé, il réfère à une justice préventive, il évite de se faire tuer, il riposte avant de se faire tuer. Vous savez pourquoi il le fait? Parce que l'État ne fout rien. Parce que le gouvernement se fait payer sans livrer la marchandise. Parce que la ministre de la Justice ne fout rien. Parce que les autorités étatiques ne foutent rien. Vous savez pourquoi les Haïtiens le font? Parce que le Canada, les États-Unis, la France jouent un jeu hypocrite. Ils prennent soi-disant des sanctions, mais ils soutiennent le gouvernement d'Ariel Henry, qui est de mèche, qui prend langue avec les utilisateurs d'armes, avec cette oligarchie sauvage et cette classe politique tyrannique. Bois calé, c'est le mot d'ordre des Haïtiens. Bois calé, c'est la dernière trouvaille de l'ingéniosité des Haïtiens en matière de justice réactive et de justice préventive.